Il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Olivier Alain, conseiller régional de Bretagne, maire de Corlay. Il est venu avec nous en direct, pour être en direct. Voilà, je vais me réunir un peu après la chronique de Christophe Hamon pour être en direct au micro de Bretagne 5 matin. Je le remercie. Bonjour. Bonjour. Alors là, on va être sérieux. On va parler de beaucoup de sujets. J'avais envie de commencer ce matin, je le disais, hein, vous êtes maire de Corlay, j'allais presque parler de feuilleton de la fermeture prévue du collège de Corlay. Alors, en tant que maire de Corlay, on vous a entendu vous exprimer dans la presse. Vous n'avez pas compris cette décision du conseil départemental ? Non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment une situation un peu ubuesque. Un président du département qui m'appelle la veille, donc le jour de mon anniversaire, le 23 mai. Un drôle de cadeau. Oui, voilà, on va fermer le collège. Comment ça, quoi? C'est le coup de bambou. Et puis après, une mécanique qui se met en place avec des raisons venant du conseil départemental qui changeait sans arrêt. Au début, on nous parlait pour des raisons financières, que ça coûtait trop cher. Et finalement, quand on regarde ce que coûte un collégien en décaissement du conseil départemental par an, c'est 271 €. Quand un collégien d'un collège neuf, comme Ilion, pour ne citer que celui-là, pendant 20 ans, ce sera 2000 € par collégien, parce que, en supposant qu'il n'y ait aucun investissement de fait pendant 20 ans, ce qui est peu probable. Et là, on est sur le centre Bretagne, on est quand même dans une zone qui a besoin d'un collège, et il y a de la demande, je présume. Complètement. Le collège, donc au début, on nous évoque des raisons financières, puis ils ont vu que ça tenait pas la route, donc ils ont changé d'argument, parce que après ils ont des effectifs. Mais les effectifs, ils étaient tombés il y a une trentaine d'années à 52 élèves. Là, on progressait régulièrement à 76, donc il n'y a pas de raison d'effectifs non plus. Saint-Nicolas en avait 79, et si l'État ne demande rien, si ça ne coûte rien, après on évoque changement d'argumentaire encore. Ah, finalement, ce sont les résultats. Et pas de chance pour le conseil départemental, puisque les résultats au brevet du collège cette année étaient de 100%, ils étaient supérieurs à la moyenne départementale. Donc bref, on a le sentiment que c'était un peu des décisions un peu de pied nickelé de la politique, hein, parce que normalement, quand on gère un budget de 730 millions d'euros, hein, quand on est président du conseil départemental, on travaille un peu ces dossiers. On vient sur place voir, puisque je rappelle quand même que Corlay est à 30 km de Callac, dont lieu où habite le président du conseil départemental. Il ne s'est jamais, bien sûr, déplacé. La moindre des choses, ce serait de se déplacer et puis se rendre compte si après c'était le bâtiment. Ah, bâtiment qui n'était pas en bon état. Et quand on les a invités à voir le bâtiment, personne n'est venu. Enfin, personne. Si, il y en a 3 qui sont venus, dont un seul de la majorité, qui n'est pas d'exécutif. Donc, ça sent vraiment un peu la poudre et la honte quelque part, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a un bon état bâtimentaire. Donc il n'y avait aucun argument quelque part, si ce n'est quand même, et là c'est très grave hein, sur un plan la démocratie, c'est de faire plaisir au chef de la majorité du canton d'à côté, qui lui veut son collège neuf et qui veut un collège qui n'a pas plus d'effectifs de Corlay. En fermant Corlay, il s'est dit, ils vont venir à Saint-Nicolas-du-Pélem, on changera la carte scolaire, et moi j'aurai un collège neuf, parce que je suis le patron de la majorité. Enfin, c'est des méthodes, et sur la forme, et sur le fond, quand je dis pied nickelé, je pèse mes mots, qui sont inadmissibles, et qui, quelque part, ne font que renforcer le vote extrême, ou des gens qui ne croiront plus à la politique quand on voit. Moi qui suis un décentralisateur né, je pensais, et je pense toujours, malgré tout, que quand on est à portée de baffe, qu'on ne fait pas des bêtises comme ça. Si, c'est l'exception qui confirme la règle. Décision politique, finalement, à vos yeux, Olivier Alain. Décision politique est tellement nulle, qu'ils se sont ridiculisés. Et la presse, quelque part, a bien vu les manœuvres et ne les a pas loupées avec beaucoup de une. Alors moi, c'est vrai que quand on est aussi mauvais que ça, je me dis quand même, alors, si c'était le premier dossier que le conseil départemental que j'ai soutenu, moi je suis un homme de gauche, j'ai voté pour eux, mais quand le collège de Corlay fait suite à le contournement de la RN12, où les mêmes méthodes ont été utilisées, où l'agglo apprend un quart d'heure avant le changement de tracé, alors qu'ils sont financeurs. Ça fait suite aussi au
au district, le foot de Guingamp, où il se décide au départ de se désengager, comme ça. Enfin, franchement, c'est quoi ces méthodes? C'est quoi ces méthodes? Alors, je crois que du coup, le conseil départemental s'interdira demain de parler de proximité, d'écoute, de dialogue. Ça n'existe pas. Puis il y a actuellement une actualité encore sur la petite enfance. On voit que c'est les mêmes méthodes. Donc moi, je suis tellement surpris et tellement ébahi qu'aujourd'hui, quand des responsables politiques se retrouvent, je veux dire qu'ils rigolent jaune un peu de ce comportement, de ce président et de son exécutif qui subit, peut-être, je ne sais pas s'il subit, c'est leur problème, en tous les cas, des méthodes qui ne sont pas acceptables et dont on voit absolument pas quelle ligne qu'ils veulent. Et puis, je rappelle quand même, nous avons repris les engagements de campagne. Une phrase, ça tient en une phrase. Nous ne déferons jamais un service public sans l'avis des élus locaux. C'est écrit noir sur blanc, donc on leur a rappelé. Ici, Corlay, c'est quoi un service public, parce que je rappelle quand même qu'en matière d'école, le gouvernement a décidé, par exemple, qu'il n'y aurait jamais une école de fermer sans l'avis du maire. J'étais à Corel il y a 3 semaines, il y a 12 élèves. 12 élèves. Il y a une école, parce que la mairie ne veut pas qu'on ferme. Ici, c'est 4 tasses d'un coup. Allez hop, terminé, circuler, rien à voir, parce que Nubi d'un conseil départemental qui, je pense, regrette dans le fond lui-même, mais qui préfère s'il avait su que ça avait fait autant de tintamarre, mais préfère s'enfermer dans une espèce de postulat que les élèves ne seraient pas épanouis, il n'y aurait pas de résultat. En fait, ça ne tient pas la route de seconde. Alors, vous faisiez référence tout à l'heure, Olivier Alain, à l'actualité, on l'a vu, triste actualité pour l'éducation avec l'assassinat de ce professeur. Alors, autre actualité, allais-je dire, mais aujourd'hui, on voit que les services publics sont importants, et ils sont, les citoyens sont demandeurs de services publics, plus encore dans les zones rurales, cher votre cœur. On a le sentiment, avec la fermeture d'un collège, d'un déclassement, finalement. Vous parliez tout à l'heure de la montée des extrêmes et de l'extrême droite. J'anticipe un peu votre réflexion. Est-ce que ça vous inquiète dans des bourgs ruraux ou dans des communes comme Corlay, par exemple? C'est une très bonne question sur les services publics. Il ne faut pas être dogmatique. On va prendre l'exemple de la Poste. Nous, la Poste, avant, elle était ouverte à Corlay 2 jours et demi par semaine. On a remplacé la Poste par une agence postale à la mairie, moyennant un soutien financier de 1216 € par mois. Résultat des courses, au lieu d'avoir 28 heures d'ouverture, je crois que c'était 28 heures, enfin 2 jours et demi, pardon, 2 jours et demi, donc ça ne fait pas 28 heures tout à fait. Nous avons maintenant, y compris avec Carrefour, l'agence locale, 6 jours sur 7 d'ouverture. Donc c'est un service public qui a été amélioré. Ce qui compte, c'est pas le service public, c'est le service rendu au public. Et ça coûte moins cher à la Poste, à l'État, et ça rend un meilleur service. Un collège, c'est irremplaçable. Un collège, c'est irremplaçable. C'est vraiment un facteur d'attractivité. Les perceptions, il y en a qui ont des fois fermé, on ne va pas tous les jours à la perception. On peut comprendre qu'il y a des évolutions des services publics à partir du moment où elles peuvent être améliorées. Pas oublier que c'est de l'argent public, ce sont vos impôts et qu'on doit être très rigoureux là-dessus. Et justement, pour revenir au collège, c'est que ça ne coûtait pas cher. Donc c'est ça qui est encore plus incompréhensible et que l'État ne demandait rien. Donc voilà, il ne faut pas avoir un discours de lamentation sur les services publics. Il faut maintenir des services publics, évidemment, quand il n'y a pas d'autres solutions. Et le collège, c'est un facteur d'attractivité. Certains, quand les tribunaux ont été un petit peu réduits, on ne va pas au tribunal tous les jours. On va des fois, il y en a qui ne vont jamais. Tant pis, s'il faut faire 30 km ou 40 km, c'est pas la même chose qu'un établissement scolaire, qu'il soit collège, qu'il soit lycée, qu'il soit école. Donc il ne faut pas avoir un discours général, mais un discours circonstancié et pragmatique. Et je pense que là, tous les cas, nous, là-dessus, on est... et moi, je pense qu'il faut être rigoureux et faire la part des choses. Mais le collège est absolument inacceptable. Sur le déclassement, la montée des extrêmes, on n'est pas loin de Callac. On l'évoquait hier avec notre invité, Erwan Chartier-Le Floch, qui est donc confrère du POER. On a évoqué Callac. Ça vous
inquiète cette montée de l'extrême droite. Là encore, rien de péjoratif dans ma voix, mais dans des petits villages, dans des petits bourgs, dans le centre-Bretagne plus largement. C'est très inquiétant. Et si les responsables politiques, quelque part, ne sont pas plus à l'écoute, il y a l'histoire du collège, il y a d'autres dossiers, ça finit par donner un sentiment d'éloignement de la puissance publique, et du coup, c'est les extrêmes, notamment le Front National, qui ramassent la galette. Donc, on ne peut pas faire que des discours sur le dialogue, la concertation, il faut franchement, et ça, il faut franchement que, quand il y a des engagements politiques, quand il y a un discours, on ne peut pas avoir des discours forts et des actes faibles. Hein, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut une cohérence sur aussi les engagements de campagne et leur respect. Et quand il n'y a pas ça, quand les gens ne croient plus aux partis les plus démocrates ou les plus modérés, ils se réfugient en disant on n'a pas essayé, pourquoi pas. Donc, oui, c'est inquiétant. On va parler d'agriculture, parce que j'ai commencé en disant que vous étiez maire de Corlay, conseiller régional. Vous êtes aussi, les auditeurs qui vous entendent assez régulièrement sur l'antenne de Bretagne 5, savent que vous êtes aussi agriculteur, hein, c'est votre métier, votre passion, je dirais même. On va parler d'agriculture parce qu'il y a des grands dossiers qui attendent le monde agricole, avec également dossiers européens essentiellement. Et puis, il y a les grandes inquiétudes, et parmi elles, un dispositif, un choix politique. On en a discuté un petit peu hors antenne tout à l'heure, pour verdir un petit peu l'agriculture, alors bretonne, mais plus largement française et voire même européenne. Et ça inquiète les agriculteurs, particulièrement ceux qui arrivent, les nouveaux agriculteurs, les jeunes agriculteurs. Vous avez tout à fait raison. Il faut savoir que dans le soutien de la politique agricole commune, il y a deux piliers, je vais faire assez simple. Un qui sont des aides aux revenus et le deuxième qui est essentiellement consacré à des mesures agri-environnementales et climatiques. Comme le nom l'indique, c'est pour améliorer, vous l'avez bien dit, les pratiques agricoles. Ce sont des contrats de 5 ans. Il faut savoir, pour ne pas embrouiller nos auditeurs, que les régions géraient ça de 2015 à 2022. Et l'État, alors c'est Édouard Philippe qui avait décidé de récupérer l'autorité de gestion. C'est un terme un peu compliqué, mais ces fonds européens, maintenant, c'est plus les régions, c'est l'État qui gère. Or, en Bretagne, on avait mis le paquet sur, au regard des enjeux de transition, sur ces mesures-là, avec 263 millions d'euros de dépenses. Oui, c'est pas rien, c'est une petite région où on avait 40% des éleveurs laitiers et bovins qui étaient engagés dans ces mesures contractuelles. En gros, c'est moins de pesticides, plus d'herbes, moins de maïs, moins de soja. Donc des bonnes pratiques agri-environnementales. L'État récupère ça, depuis le 1er janvier. Il durcit les critères, et malgré ça, les agriculteurs sont volontaires. Formidable. C'est-à-dire que les agriculteurs sont volontaires pour améliorer leur système et verdir. Et il y aurait besoin de 148 millions d'euros. Or, l'État ne leur donne, si on peut dire, que 90. Donc, il va y avoir, et les agriculteurs ne sont pas encore au courant, un tiers de ces agriculteurs à qui l'État va dire « ben non, il n'y a plus de sous pour vous ». Incompréhensible. Je suis intervenu auprès du ministre de l'Agriculture à 2 reprises au SPACE, en direct. Mon président, Chenet Girard, l'a eu hier au téléphone, en suggérant, non pas de dépenser plus, mais de réfléchir de l'argent. On ne peut pas dire non, quand même. De revenir finalement à un système régional. On va prélever un peu, on peut aussi, puisque l'État décide de gérer, et ça va être jusqu'en 2027, donc ce ne sera plus les régions qui géreront, décision qui se prend tous les 7 ans, mais rien n'empêche le gouvernement de dire, on va prélever à tout le monde, puisqu'il y a moins de problèmes de conjoncture. Il faut prélever à tout le monde 3% pour pouvoir donner à 100% des agriculteurs de Bretagne et des autres régions qui sont engagés dans ces mesures en transition. Je rappelle que le chef de l'État que j'ai soutenu avait dit, phrase forte, mon quinquennat sera vert ou ne sera pas. Donc ici, on a un exercice très concret où le ministre de l'Agriculture devrait justement répondre à cet engagement. Mon quinquennat sera vert ou ne sera pas. Donc il peut prélever à tout le monde, parce qu'en plus, il y a moins de problèmes de conjoncture, les cours vont mieux, pour répondre à 100% à ceux qui veulent s'engager. Sinon, ce qui va décider vraisemblablement, c'est de sélectionner et de dire non à des gens qui sont engagés, qui ont démarré et qui pensent avoir ce soutien. Ce serait catastrophique. Donc on va, bien sûr, la décision n'est pas encore prise, tout faire, mais il y a eu des manifestations de la Confédération paysanne, et fait unique, moi qui étais président de chambre d'agriculture,
tous les syndicats, enfin la Chambre d'agriculture, les jeunes agriculteurs ont co-signé un courrier avec la Conf demandant au ministre de répondre favorablement. Quasiment tous les députés de Bretagne, j'ai le courrier là aussi, ont co-signé un courrier, excepté 2 ou 3, quels que soient les bords politiques, les sénateurs. Comme quoi il y a unanimité pour ces mesures-là, parce qu'elles vont dans l'intérêt général et dans ce que demandent les agriculteurs. Et je pense que la réponse sera négative. Donc je suis ce matin en colère. On l'aura ressenti dans vos propos, Olivier Alain. La Bretagne, terre agricole s'il en est. Alors, c'est pas toujours simple, le dialogue entre les bio, les pas bio, on l'a évoqué souvent ici, mais là, il y a une unanimité agricole. C'est assez rare pour être souligné. Olivier Alain, je disais Bretagne, terre agricole. Je le disais aussi en commençant, vous siégez au Conseil régional. Le Conseil régional de Bretagne fait beaucoup pour l'agriculture, pour l'installation justement des jeunes agriculteurs. Alors, ça nous amène sur le terrain de la décentralisation. Je n'ai pas prononcé le mot d'autonomie, mais je crois que le président Chenet Girard l'a prononcé. Est-ce qu'il faudra plus de décentralisation, plus d'autonomie, plus de rapports peut-être directs région-Europe pour améliorer l'agriculture, pour améliorer l'installation des jeunes agriculteurs et pour améliorer aussi l'environnement, parce que voilà, là encore, on ne va pas pointer du doigt les agriculteurs, mais il y a aussi cette envie d'environnement et peut-être apaiser bien les colères. Complètement. Alors moi je suis un décentralisateur pas né, parce qu'on n'est pas décentralisateur. Faut pas tout décentraliser, il y a des politiques qui doivent être régaliennes, mais l'agriculture, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'agriculture d'Occitanie, par exemple, ou de PACA, avec la Bretagne ou la Normandie? Il n'y en a aucun. Et donc de vouloir tout piloter de Paris n'a pas de sens. Franchement, n'a pas de sens. Il y a des secteurs, et notamment l'agriculture. Je rappelle quand même que les aides PAC en Bretagne, c'est 580 millions d'euros. Et là, la région gère que 10% de ces aides-là. Ça ferait sens. Franchement, ça fait sens. Et je pense que quand on est à portée de baffe, même s'il y a la mauvaise expérience du collège de Corlay, où là, je ne comprends pas, puisque là, on connaît ceux qui ont pris la décision. Enfin bref, on ne revient pas sur le sujet. Je pense que malgré tout, quand on est à portée de baffe, c'est-à-dire que quand des décisions prises au regard de ceux qui sont ou bénéficiaires, ou non bénéficiaires, ne leur convient pas, ils savent vous le rappeler, et c'est pas le préfet qu'ils vont voir, qui lui ramène ça au ministère, et ça se perd. Ils vont carrément voir, et j'ai été vice-président de l'agriculture, mon téléphone était public, donc ils savent appeler, et on sait répondre, ou pas, et assumer des choix qui peuvent ne pas plaire toujours. Mais je pense que globalement, je suis persuadé, et témoin aussi, que quand les décisions sont prises, elles sont beaucoup mieux comprises et beaucoup plus efficaces. Je pense que nos concitoyens recherchent une efficacité de la dépense publique. Tout ça, il ne faut pas oublier que c'est de l'argent de vos impôts. Et qu'il faut rendre des comptes et que ça ne peut pas être perdu d'un capharnaüm. Je suis témoin et de gaspillage d'argent public parfois. Je vais prendre par exemple un autre exemple qui concerne l'agriculture. Alors là, j'ai jamais compris comment tout le monde a entendu parler du glyphosate, puisque le seul pesticide que tout le monde connaît, c'est le glyphosate. On en parle beaucoup avec son renouvellement pour 10 ans. Voilà. Alors, le gouvernement, du temps de Julien de Normandie, avait décidé un crédit d'impôt, c'est-à-dire on donne pour quelqu'un qui n'utilise pas de glyphosate 2500 €. Le problème, c'est que cette mesure-là n'est pas contractuelle. C'est-à-dire, une année, j'en mets pas, j'ai 2500 €, l'année d'après, je mets le double, je n'ai pas, mais... Donc, c'est un gaspillage, ça a coûté près de 100 millions d'euros. Près de 100 millions d'euros à l'État français. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut des mesures de long terme. Et je ne reviens pas sur le dossier des mecs, mais c'est un engagement sur 5 ans. Sur 5 ans, là, on change de système. Et quand on a changé, on ne rechange pas. Plutôt que des mesures au coup par coup. Là, il y a un exemple d'une mesure décidée à Paris, qui pour moi coûte quand même la bagatelle de près de 100 millions d'euros, qui est pour moi inefficace, alors qu'il vaut mieux des mesures plus contractuelles, décidées en local et assumées. Donc plus de local, là aussi, dans l'agriculture, plus de décisions de la région. Grande question aussi, je vous l'ai posée, je reviens un peu à la charge,
je la pose souvent à différents interlocuteurs quand on parle d'agriculture. Le modèle agricole breton est-il arrivé au bout? Est-ce qu'il faut le changer? Est-ce qu'il faut le modifier? Évidemment avec les agriculteurs, avec les paysans, avec ceux qui sont en contact avec la terre, peut-être avec les citoyens aussi pour renouer un dialogue nécessaire. Est-ce qu'on est arrivé au bout d'un modèle? Alors je ne sais pas si on est arrivé au bout, mais c'est vrai qu'il évolue très fortement. Quand on regarde les installés, les nouveaux installés, les attentes de nos jeunes, et je vois bien de mes enfants, y compris pour ceux qui sont agriculteurs demain, enfin surtout ceux-là, ils veulent un modèle différent. Mmh. Et c'est à leur honneur, ils veulent un modèle où ils ne sont pas pieds et mains liés à l'agroalimentaire, ce qu'on appelle l'intégration de la volaille, où les agriculteurs étaient des fois des salariés, corvéables à merci, victimes du bon vouloir de son intégrateur. Ça, ils n'en veulent plus. Donc ça évolue sur l'environnement, pareil. Cette préoccupation, parce que les futurs agriculteurs sont dans la société, il y a cette préoccupation environnementale, elle est grandissante. Et l'évolution des modèles, les pratiques, la preuve encore avec les MAEC, où les agriculteurs sont volontaires, malgré les durcissements des critères, donc on voit qu'ils sont volontaires. Donc il faut continuer à les encourager et flécher ce soutien public vers ceux qui vont vers ces systèmes en transition, qui sont au départ des fois un peu perturbants. Donc il faut les accompagner, et une fois que ça roule, parce qu'en principe, en plus, c'est pas en principe, les modèles qui sont vertueux sont aussi compétitifs. Parce que quand ils sont vertueux, c'est-à-dire qu'on s'aide de la nature, les légumineuses, les techniques sans labour, donc moins de dépenses en gasoil, c'est plus compliqué, mais c'est vertueux et compétitif. Donc il faut les accompagner. Mais le modèle évolue très fortement. Modèle technologique et modèle à la fois aussi d'une forme de retour à la terre, si vous me permettez ce comparatif. Donc une agriculture plus vertueuse. C'est un bon terme. Retour à la terre, c'est faire mettre au cœur des pratiques l'agronomie. Parce que là, depuis la nuit des temps, quand la chimie n'existait pas, c'est certes, on n'était pas 8 milliards d'habitants dans le monde, on était moins de 3 milliards il y a à peu près 70 ans. Et c'était des systèmes de polyculture élevage. On s'aidait de la nature, on produisait beaucoup moins de besoins, moins de viande, moins de population. Donc il faut les adapter, bien sûr, à la population actuelle et aux besoins actuels, notamment en protéines animales. Mais ces fondamentaux n'ont pas changé. Et les sols, il faut donner l'importance des sols vivants, pour capter le carbone, pour utiliser beaucoup moins de chimie. Donc, et c'est ça le côté passionnant du métier, c'est que on ne connaît pas tout en matière d'agronomie encore, et qu'il faut travailler ces sujets-là. Et on peut être quelque part les réparateurs de ce bouleversement climatique, forcément, vu l'importance de l'alimentation et de l'agriculture dans les gaz à effet de serre. Donc en modifiant nos pratiques, on peut à la fois nourrir une population en meilleure qualité de produits et en même temps contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Sujet passionnant. Sujet passionnant, on en reparlera forcément. Olivier Alain, un dernier mot, il y a le foncier aussi, il nous reste 3 petites minutes, alors c'est un vaste sujet, on ne pourra pas en faire le tour. Le foncier inquiète aujourd'hui des agriculteurs, on leur grignote, alors même si il y a un moratoire sur les nouvelles constructions, sur les extensions des constructions pour loger, alors c'est un peu la grande équation, comment loger les gens et à la fois préserver l'agriculture. Est-ce que c'est aussi un grand débat pour demain, un grand enjeu pour demain, le foncier? Complètement, mais là pour les coups, le président Macron, à la loi d'août 2021, a établi ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette. Vous avez vu les déclarations de Laurent Wauquiez qui refusent et qui sont vraiment populistes et démagogues. C'est la première fois qu'un gouvernement s'intéresse à ne pas continuer à gaspiller le foncier, les espaces naturels, comme on l'a fait depuis l'après-guerre. Regardez tout autour de vous, on voit des constructions un peu consommer beaucoup de foncier. Il faut savoir qu'entre 2021 et 2031, il va falloir réduire de 50% de consommation de terre. La Bretagne va passer de 18 000 à 9 000 hectares et toutes les communes vont être concernées. Et c'est très bien. L'étalement urbain, il faut l'arrêter. Et après 2031, c'est zéro artificialisation nette. Donc ce sont des efforts colossaux, mais si on veut encore produire des denrées, si on veut protéger les espaces naturels, il n'y a pas de chose. Donc c'est une loi qui oblige à réfléchir à l'urbanisation,
Comment on fait pour mieux urbaniser? Comment peut-être va falloir mettre plus les gens en hauteur, sur ce qu'on appelle des R3, des R4, qui sont des petits immeubles. Donc les choses vont évoluer et la loi, quelque part, elle protège cet environnement. Alors elle est dure, mais elle va être pour tout le monde. Et je pense que c'est à l'honneur du législateur, du gouvernement de l'époque, du président Macron, d'avoir mis enfin, d'être passé du discours à l'acte, aux actes, avec cette fameuse loi ZAN dont on va beaucoup entendre parler. Alors, on pourra faire du populisme en disant on nous empêche de nous développer tout ça. Ça oblige à réfléchir, à repenser où on va faire nos maisons et à reconstruire, à défaire du vieux pour remettre à la place des bâtiments moins énergétivores. Ce qui ne change rien au problème du logement, qui lui est un vrai problème aussi, la mise en chantier de logement, qui est un sujet qui va avec, mais qui n'est pas incompatible. Vous aurez compris, Olivier Alain, que la conversation se poursuivra, mais là, on va devoir rendre l'antenne, car il est déjà 8h42. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Olivier Alain, conseiller régional de Bretagne, maire de Corlay. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. Bon week-end. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.